Donc on peut passer à la traduction. Qu'est-ce que tu en penses de la traduction, surtout de la traduction poétique? Tu es un petit peu parlé aussi d'ailleurs, mais... Alors sur la traduction poétique, il y a beaucoup de choses à dire, il y a beaucoup d'autres avant moi en ont dit et d'autres en diront. Si j'ai été pris d'amour pour des poésies qui ne sont pas celles de la France. Tu me demandes qu'est-ce que j'aime dans la poésie contemporaine, etc. Eh bien j'aime plus de poésie, disons, d'après 1950 jusqu'à nos jours, étrangère, que de poésie française. J'adore certaines poésies anglaises, j'adore certaines poésies américaines, j'adore presque toute la poésie italienne, j'adore les grands Russes d'après la Révolution, j'adore tous ces gens-là. Je ne peux les aimer qu'à travers la traduction, c'est à travers les traductions qui en ont été faites que j'y ai accédé. Quand il s'agit de l'allemand ou de l'anglais, il n'y a pas de problème, je peux me référer directement à la source, et ensuite je traduis moi-même. Dans l'esprit que j'ai dit, en ce qui concerne le respect de la scansion, etc., chez Goethe par exemple. Mais quel est le problème du traducteur en matière de poésie? C'est encore plus difficile que la traduction de la littérature générale. Parce que traduire de la poésie, c'est nécessairement rendre compte de, comment dire, de la fluidité des sons, enfin de ce qu'on entend. La poésie, en principe, est plutôt faite pour être dite. En attendant, il faut pouvoir la lire à haute voix. Et la traduction doit de la même façon, de préférence, pouvoir être lue à haute voix. Donc, il faut allier dans cet acte de traduction à la fois la connaissance de la langue, deuxièmement, comment dire, la perception émotionnelle de l'émotion poétique qui est dite, et enfin quelque chose qui m'est plus familier. Je parlais de ma mère et de son piano et du temps que je passais couché dans les cordes de son piano à écouter les cordes vibrer, l'effet sonore. Donc, quand je traduis un poète étranger, je fais de la musique. Là, je suis le musicien que je n'ai jamais pu être, étant tellement, comment dire, tellement cancre dans l'apprentissage de tout ce qui concerne les bases de la musique, que je n'aurais jamais été qu'un très très mauvais musicien. De même que j'ai été très mauvais en mathématiques, alors que j'ai eu des prix, parce qu'il me manquait les bases des mathématiques, parce qu'en 5e et en 6e, je n'avais pas fait ce qu'il fallait, que je n'ai jamais vraiment rattrapé. Au lieu de faire normal sup, je n'ai pas fait normal sup, parce que il me manquait 2 ou 3 ans de piano, si je peux dire, que je n'avais pas. Les années de piano, je les avais en musique, à travers la musique de ma mère. Et donc, lorsque je fais une traduction, le musicien se réveille. Et là, il est pour moi indispensable. Et je fais immédiatement, d'une façon arbitraire et probablement totalement injuste, mais la différence entre une traduction que j'aime et où je sens la présence de la musique qui était dans l'original, et une traduction sorbonicarde qui sent l'agrégé de littérature, où il y a tous les mots, mais absolument pas l'esprit. Donc, en tant que traducteur, j'essaye de rendre pour mon lecteur tout ce qui se trouve présent dans l'original, non seulement en termes de sens et de mots, mais en termes, comment dire, de mouvement musical. Je m'imagine être comme tel pianiste, lorsqu'il interprète du Schumann, Schumann a écrit ça, écoutez, moi je pense que Schumann, ça se joue comme ça. Voilà. Moi j'essaye de faire une traduction en disant, écoutez, vous lisez Emily Dickinson, écoutez bien, je pense que ça s'entend comme ça. Vous écoutez Erlen König, je pense que ça s'entend comme ça. Vous écoutez Pasolini, je pense que ça s'entend comme ça. Vous écoutez Nathan Katz, je pense que ça se sent comme ça. C'est incroyablement, comment dire,
Ah, il n'y a aucune preuve pour dire ça. Mais il y en a peut-être quand même qui, en l'entendant ou en sachant, diront oui, je pense que ton interprétation de Schubert ou de Schumann, ça va, ça nous convient. On peut peut-être dire ça quand même en lisant ce que j'ai fait. Voilà ce qui me guide pour essayer de traduire quelqu'un, que ce soit en italien, en anglais, etc. Tu traduis de quelle langue vers quelle langue en fait? Alors je traduis de l'anglais au français, de l'anglais anglais, parce que j'ai même fait des traductions de Shakespeare, c'est pas ce que j'ai fait de mieux. À mon avis, c'est assez difficile de bien rendre ce qu'il y a dans Shakespeare. Par exemple, j'ai une traduction de La Tempête de Shakespeare, qui est à l'évidence abominable, alors qu'elle est signée d'un professeur enseignant à la Sorbonne des années 50. Je traduis donc de l'américain d'Emily Dickinson ou de Walter Whitman, que j'ai traduit aussi, Leaves of Grass, de Pasolini, dont j'ai traduit pas mal de textes, j'en ai ici, de l'allemand, dont je disais notamment de Heine, de Goethe, de Schiller, qu'est-ce que je disais, de l'alsacien évidemment. J'ai fait au lycée, je fais encore parfois des petites traductions du latin. Je donne un exemple. Dans mon village de Lourmarin, il y a marqué dans ce qu'on appelle de l'italien du latin macaronique, il y a marqué sur les deux faces du beffroi où se trouve la grande horloge qui fait défiler le temps, qui est exactement à l'aplomb de ma maison. C'est la maison la plus à l'aplomb du beffroi qui découpe les heures en tranches. Il y a marqué Dum saltant ore nostra vorant. Je traduis. Dum saltant. En sautant, ore nostra vorant. C'est pas du latin. Les heures nous dévorent. Donc en sautillant, hein, voilà, j'essaye, je pense que c'est ça l'idée. En sautillant, les heures nous dévorent. Hein. Tout le monde qui habite à Lourmarin peut lire ça. C'est marqué tous les jours. Prends garde, toi qui passes au-dessous de moi. Le temps te mange, prends garde, hein. Elles sautillent les heures, mais elles te grignotent et à la fin elles t'auront. Quelle philosophie! Et de l'autre côté, il y a marqué Ora, nec huc ora te perdat. Ora. Donc, en conséquence, ora ne te perdat, afin qu'elle ne te perde pas, huc ora, cette heure, prie. Prie donc afin que cette heure-ci ne soit pas celle de ta perte. Donc il est marqué depuis 400 ans, sous les yeux des Lourmarinois qui passent dans ce joli village, prends garde, le temps te grignote, et prie afin que cette heure ne soit pas ta dernière. Voilà, ça c'est aussi des traductions, comment dire, d'un latin, mais c'est du latin de cuisine, comme on disait quand j'étais lycéen, mais c'est très marrant, voilà, c'est intéressant de traduire ça et de dire aux gens, vous avez vu ce qu'on vous dit? Voilà, je pourrais pas... Ah si, j'ai traduit un peu d'espagnol, mais on peut pas dire vraiment. Pour le reste, je peux pas me permettre d'aller plus loin. Tu disais une chose quand nous étions en train de venir de la gare de Mulhouse. Tu disais, je te dis ce que je vis par la poésie. Oui. Tu peux reprendre ça un petit peu? C'est important. Que je te dis par la poésie ce que je vis. C'est ça. C'est exactement ce que tu disais, la traduction. Ouais. Pas la poésie. Comme la poésie, c'est une langue. Ah, que la poésie c'est une langue. Oui, ça veut dire c'est comme tu traduis, en fait, avec ta poésie, tu traduis tout tes vécus, en fait. D'accord. Ce que tu as dit. Oui. Alors, bah, ça c'est peut-être un peu... Je disais que j'aurais bien aimé être musicien, mais j'aurais volontiers, je l'ai fait à peine, être, comment dire, oui, réalisateur de cinéma. Parce que, aussi bien ma poésie que d'ailleurs mes nouvelles et certains de mes romans sont des coups de caméra sur le monde. Au fond, quand je me mets à écrire de la poésie de plus en plus,
Quand j'avais 20 ans, je mettais mes émotions brutes. Voilà, tiens, je suis amoureux, je suis malheureux, je suis bien. Ça c'est beau, ça c'est pas beau. C'était des émotions à l'état brut. Aujourd'hui, comment dire, celui qui fabrique des petits bijoux de poésie, il est devenu un orfèvre plus habile. Je corrige aujourd'hui en 4 minutes des poèmes, quand je les révise, qui étaient en panne depuis 40 ans. J'enlève 3 lignes, j'en ajoute une et c'est terminé, le bijou est complet. Moi, poète, orfèvre, j'ai appris à sertir les pierres et les choses. Et ça donne des choses bien meilleures qu'il y a 30 ans. Pourquoi? Parce que j'ai compris qu'il faut se débarrasser du superflu et puis garder ce qui est essentiel quand on fait des bijoux, mais il y a d'autres choses à faire. Donc, j'ai compris que quand je faisais de la poésie, je braquais ma caméra sur le monde. Et je regardais ce qui se passait. Et je disais, tiens, regardez, là, à Kéchamp, on bombarde. Là, à Budapest, il y a des chars qui rentrent. En Afrique du Sud, il se passe telle chose avec M. Mandela. Ça, c'est les poèmes politiques. Et il y a d'autres poèmes qui disent, lorsque je redécouvre tout ce que j'ai appris en lisant le livre des morts tibétains, la littérature bouddhiste, et tout, etc., toutes ces choses que j'ai pratiquées et connues à un moment donné, je dis, mais regarde, tout ça, c'est rien, retire-toi du monde, recule, regarde là, comme dans ce beau poème, ce petit haïku, ce poème chinois ou ce poème japonais, regarde cet oiseau sur cette branche, regarde ce rayon de soleil, ça c'est bon, ah, le monde est beau. Et puis il y a d'autres poèmes qui disent... non, j'ai découvert des thèmes qui reviennent, je ne savais pas. L'un des grands thèmes qui revient perpétuellement dans ma poésie, c'est l'écoulement de l'eau. Dont un très long poème sur lequel je travaille et retravaille depuis 30 ans, qui s'appelle Le labyrinthe des eaux. Le labyrinthe des eaux, c'est la rivière de l'Ille qui a donné son nom à l'Alsace. Elsace, en alsacien, c'est Ilsace, c'est la même chose. C'est la région qui borde l'île, qui part du sud jusqu'à l'extrême, presque l'extrême nord, jusqu'à Strasbourg. Et je raconte l'histoire de cette rivière de l'Ille. Et je m'aperçois que le promeneur, il se promène le long de la rivière de l'Ille, il descend la rivière, et comme ça, il va accompagner jusqu'à son embouchure, lorsqu'elle se jette à Anvers dans la mer du Nord. Et je m'aperçois que ce promeneur sur la rivière de l'Ille, c'est celui qui a traversé le temps. Et il va arriver, comme je le dis dans un poème, à la fin, aux îles vertes, celles que les Grecs appelaient les îles vertes, c'est-à-dire le paradis des chrétiens, le paradis d'Allah, etc. C'est-à-dire ce qui est au bout de l'autre vie, le jour où nous cesserons cette vie. Et je me suis aperçu que ce thème-là, c'était le thème de la fuite du temps, c'était le thème tout simplement de l'écoulement de ma propre vie. Je n'en étais absolument pas conscient. J'ai écrit quand j'étais à Bâle un poème qui s'appelle Les mouettes sur le Rhin. J'étais assis à côté de Anne de Dadelsen, on venait de lire la traduction au public de son poème, de son texte sur un beau jour de Pâques en Alsace, et il y avait des mouettes qui flottaient sur le Rhin. Et je lui ai dit, tu es marrant, parce qu'elle est musicienne, je lui ai dit, tu sais, elles sont blanches et l'eau est noire, c'est comme si c'était des notes posées sur une portée. J'ai écrit vite un poème en disant, voilà, les mouettes, elles sont là, où vont-elles? Eh ben, elles rêvent de descendre, elles rêvent d'aller jusqu'aux îles vertes là-bas. Et je me suis aperçu, 25 ans après, que c'était la même histoire que l'île qui coulait. Beaucoup de ces histoires parlent de l'eau qui fuit, qui était profondément psychanalytique après constatation, où on parle simplement de la fuite du temps, et puis qui me raccorde alors à autre chose, hein, à l'or du Rhin, au Nibelungen, aux grandes légendes allemandes, où l'eau, le Rhin, c'est exactement mon île. Donc je sais que j'appartiens aussi à cette civilisation-là, qui est de l'autre côté, vers l'Allemagne, où on parle dans Wagner, que j'adore et dont je me méfie comme tout le monde, de l'immense fuite du temps qui est racontée dans la tétralogie de Wagner, quoi. Je suis, comment dire, culturellement un
un homme à cheval sur l'Allemagne et sur la France. Tu es une romancier aussi, tu es des romans. Oui. Le processus d'écrire un roman et le processus d'écrire une poésie chez toi, comment ça... Est-ce que ce sont deux différentes choses ou bien... Ils sont apparemment différents et petit à petit, parfois, ils se rencontrent. Ça veut dire que, par exemple, je mets en plein milieu d'un roman 3 pages de poèmes, etc. Mais je ne suis pas le seul. J'avais un ami qui écrivait de la littérature, de la science-fiction que j'aime beaucoup. C'est un auteur ici bien connu. Il était publié dans les éditions, je ne sais plus comment elles s'appellent, enfin des éditions de science-fiction bien connues françaises. Comme il était poète, il mettait entre 2 chapitres, il mettait toujours un poème. Il m'a dit, tu comprends, on ne publie pas, alors je les fous là. J'ai fait comme lui par moment. Alors, mes romans, ils poursuivent... enfin, il faut distinguer les romans et les nouvelles. Les nouvelles, disons, c'est des petites photographies sous forme de littérature générale, alors que les romans, qui sont plutôt de très longues nouvelles que des vrais romans, appartiennent à un autre domaine. Enfant, j'ai été fasciné tout de suite par les Trois Mousquetaires. Et quand je veux bien écrire, j'essaye d'écrire comme Alexandre Dumas dans Les Trois Mousquetaires. Je veux dire qu'à chaque chapitre, il faut qu'il se passe quelque chose d'autre. Je suis absolument allergique aux nouveaux romans français, à toutes ces choses-là. Je suis d'un classicisme, c'est un grand mot, enfin d'un conformisme assez banal. Mais enfin, est-ce qu'on peut dire qu'un roman de science-fiction est classique ou conformiste? Je ne pense pas. En attendant, je n'appartiens pas en aucune façon au courant intellectuel de la nouvelle littérature. Donc, je donnerai des titres, ça permettra de comprendre. J'essaye d'écrire quelque chose qui donne envie de tourner les pages, hein, les page-turners, comme on dit aux États-Unis. Je pense qu'il faut que le lecteur prenne plaisir à une histoire qui se déroule. Et deuxièmement, comme dans le cinéma, je pense qu'il faut cadrer des images où il a plaisir à voir quelque chose. J'ai jamais été un grand admirateur des westerns, mais il y a quand même quelques très grands westerns. Et dans les westerns, moi, ce que je retiens, c'est pas tellement les histoires du gaucher ou de l'homme qui tirait plus vite qu'un autre, c'est les grandes fresques de Raoul Walsh, où on voit les grands déserts, les grands horizons, etc. C'est ça que j'ai retenu dans le western. Et quand je décris un paysage, j'ai envie que mon lecteur, il m'accompagne, par exemple, si on est devant un grand paysage, à le voir. Donc, dans les premières histoires que j'ai écrites, qui étaient plutôt autobiographiques, je racontais par exemple l'histoire d'un échec amoureux, qui était simplement le fait d'avoir vécu avec une femme qui était incapable de fixer son attention sur un seul homme, et qu'il y en avait bien d'autres que moi pendant que nous étions ensemble. Mais l'histoire, c'est pas l'histoire d'une déception, c'est l'histoire simplement du regard d'un homme qui constate que celle sur laquelle il compte se révèle peu à peu, comment dire, ne pas être du tout celle qu'il croyait, et que tout amour pour elle est désespéré, et que donc il n'y a rien à faire. Donc il regarde autour de lui, et puis il dit « je me suis trompé ». Il n'y a pas beaucoup de morale, c'est juste un regard assez dans le genre de celui qu'on pourrait trouver dans un film avec Belmondo, dans À bout de souffle ou quelque chose comme ça, sur une aventure extravagante, quoi. Bon, donc là, il y a comme dans À bout de souffle, il y a des flashs, il y a des images, et ça se termine par une image assez misérable du type qui dort dans une chambre séparée de sa femme, et il entend dans le HLM où ils habitent tous les deux, elle est infirmière, et puis lui, il est grand cadre, comme je l'étais dans une boîte. Et on entend juste l'eau qui dégouline le long des écoulements de la maison. Tout se perd, tout ça, c'est vain. Bah, c'est pas très rigolo, mais c'était un essai. Et puis, alors là, il y a des passages poétiques où on raconte, par exemple, une virée ensemble à Montmartre, la découverte du bateau Lavoir, où je montre à cette personne
qu'est-ce que c'est que ces grands peintres, ces grands poètes, des découvertes d'endroits où on montre aux personnages qui vous accompagnent l'univers que je décris, mais ça ne suffit pas à créer une communauté de vie. Hein. Bon, ça c'est une histoire comme ça. Il y en a d'autres qui sont tout simplement un dimanche après-midi au bord du Doubs, quand j'habitais au bord du Doubs, où un monsieur pêche au pied du restaurant où je mange un silure, un poisson qui doit peser 15 ou 16 kilos, je ne sais pas, un poisson qui doit faire 6 mètres de long et 40 cm ou 50 cm de diamètre. C'est une pêche à la ligne, hein. C'est un peu le, comment dire, le vieil homme et la mer vus d'un pont à Besançon. Des histoires comme ça, un peu farfelues. Des histoires qui ressemblent aussi à beaucoup d'histoires de La Dame au petit chien de Tchekhov. Ce sont des instants de vie, voilà. Hein. Et puis alors il y en a d'autres qui ont d'autres buts. L'un par exemple qui raconte la découverte d'un grand vrai amour qui se termine véritablement et malheureusement par la mort de l'héroïne qui meurt d'une maladie de Hodgkin. Et ça c'est la fin, c'est une séparation par la mort. dont j'ai jamais parlé avant de le faire aujourd'hui, et qui est une partie importante de ma vie, totalement cachée jusqu'ici. Et qui est la découverte d'un petit être malheureux qui va mourir, quoi. Et on ne le sait pas. Bon, ça c'est comme ça, un passage d'une vie. Et alors le rapprochement fait avec la vie malheureuse de quelqu'un d'autre, c'est ça le rapprochement, qui est la vie de ma grand-mère, séparée de mon grand-père, celui dont je porte le nom, ils vivaient séparés. Et ils n'ont jamais pu s'entendre après s'être séparés. Cette séparation que je n'ai pas connue n'a pas cessé de peser sur ma vie. À travers ce que ma mère ne m'en a jamais dit, c'est l'ombre portée des générations que je sens et que je lis à travers la relecture de mes œuvres. J'ai lu attentivement Carl Gustav Jung et l'inconscient collectif et la transmission transgénérationnelle de l'inconscient qui n'est pas de Jung mais d'un autre. Ça, je l'ai vécu et c'est présent dans ma littérature. C'est-à-dire, je peux dire que les morts, les pauvres morts, ont de grandes douleurs, comme disait Baudelaire. C'est ce magnifique poème qui dit « La servante au grand cœur dont vous étiez jalouse, nous devrions pourtant lui porter quelques fleurs. » Et alors il raconte comment on va aller porter des fleurs devant la tombe de cette pauvre femme, et il termine en disant « les pauvres morts ont de grandes douleurs ». Eh bien, je crois que dans l'inconscient, une grande partie, comment dire, du côté un peu triste de certains de mes poèmes, le fait de porter inconsciemment la grande douleur de certains morts. Je suis très conscient, et ça je le rencontre à travers l'ethnologie et un de mes amis qui a épousé une malienne, à travers la conscience qu'ont les animistes en Afrique, pas les musulmans, les animistes, hein, comment dire, qui est chez les Dogons très net, transgénérationnel. 22 ans pour enterrer définitivement un mort. 22 ans, selon la tradition, pour porter en terre une dernière fois un mort. Moi, c'est pas 22 ans, c'est 52 ans peut-être. Je ne suis pas le seul, je pense que nous sommes très nombreux à porter ce message transgénérationnel, mais il faut apprendre à le lire, c'est pas évident. Voilà donc pour cette histoire-là. Il y en a une autre qui s'appelle 2043. En 2043, si j'étais vivant, j'aurais 100 ans. J'ai donc essayé de deviner à travers une histoire qui se passe en grande partie en Turquie, notamment à Kayseri et sur la tombe de la mosquée verte. C'est à, comment s'appelle-t-il, le grand saint Mevlana. À Mevlana, Konya alors. à Konya.
Et il y a une grande partie qui se passe à Konya. Et j'avais été très impressionné quand j'avais vu à Konya cette salle où il y a encore les turbans qui sont sur les tombes et tout. Une grande partie de cette histoire se passe là. L'histoire est la suivante, en gros. C'est un groupe de gens qui veulent résister, disons, qui veulent résister, échangent dans le monde entier pour résister à la destruction de la planète qui est organisée d'une façon, comment dire, volontaire ou involontaire par ceux qui gouvernent l'économie qui détruit la planète. Et ce groupe de résistance communique entre eux dans le monde entier pour organiser les termes d'une réapparition, enfin de sauvegarder quelques éléments de la vie. Ça ressemble un peu au film qui est tiré, comment s'appelle-t-il? C'est pas 2001 de Stanley Kubrick, c'est le film de Truffaut qui est tiré d'une nouvelle de Ray Bradbury, le Fahrenheit. Fahrenheit où on détruit les livres, hein. C'est un peu ce thème-là, on détruit la civilisation et quelques personnes, le pompier qui ne veut pas être complètement pompier, résiste avec d'autres, ils se retrouvent à la fin de l'histoire, ils apprennent les livres par cœur pour qu'on se souvienne encore des livres qu'on a détruits. Et 2043, c'est une histoire de ce genre-là qui est supposée donner un espoir possible pour porter jusqu'en 2043 les éléments de survie de l'humanité. C'est une espèce de livre de survie, quoi. Voilà. Et la langue alsacienne devant la langue française, est-ce qu'elle trouve sa place dans la poésie générale, ou bien c'est toujours, comme on dit, une langue à côté, une langue plus ou moins rare ici? Qu'est-ce que tu penses aussi de la poésie alsacienne? Est-ce qu'on continue à écrire en alsacien? Est-ce que tu écris par exemple en alsacien? J'ai écrit un peu en alsacien. J'ai écrit un peu, 3-4 poèmes, pas beaucoup, il y a très longtemps parmi les premiers, et j'ai arrêté. Ce sujet que tu abordes, on l'a abordé longuement dans des entretiens dont j'ai les bandes magnétiques avec Claude Vigée lorsque je l'ai interviewé plusieurs jours, non pas de suite, mais successivement dans sa maison rue des Marronniers à Paris, dans le 16e arrondissement, à côté de la maison de la radio. Ça a été une grande partie de notre entretien. Claude Vigée écrivait encore en alsacien. Et donc, parmi les 3 questions que je lui posais, qu'est-ce que c'est la poésie, etc., comme tu me le demandes, il y avait la question, Claude, qu'est-ce qu'on peut attendre de l'alsacien comme langue vivante et littéraire maintenue? La réponse, malheureusement, n'est pas très rassurante en ce qui concerne l'Alsace. Elle l'est moins en ce qui concerne la Suisse, puisque en Suisse, si on parle encore l'équivalent de notre alsacien, à Bâle notamment, qui s'appelle l'alémanique, c'est pas du tout ce que les Allemands appellent Hochdeutsch, c'est-à-dire l'allemand supérieur, mais c'est un allemand semi-dialectal, qu'on parle couramment à Zurich, à Bâle et aussi dans la capitale fédérale suisse. Langue à peine compréhensible pour nous, qui sont vraiment fondamentalement, très substantiellement différentes du haut-allemand. Donc je crois qu'on peut ne pas s'inquiéter de la survie de l'alémanique dans un de ses derniers bastions, qui est soit la Bavière, mais c'est pas là vraiment que se trouve l'origine de l'alémanique, mais en Suisse alémanique certainement. Ici en Alsace, on n'est pas très loin du bout du rouleau. C'est-à-dire tout ce qu'on peut espérer, c'est d'arriver à en maintenir un petit peu. Il y a des écoles qui sont censées apprendre, ma petite fille par exemple, l'alsacien dans des écoles où on apprend l'alsacien. Mais comme cette langue n'est plus parlée, ce qu'il faut pour qu'une langue vive est en voie de disparaître. Donc on pourra encore trouver des gens qui sont capables de lire
ce qui avait été écrit, et je peux te dire que c'est pas simple. Il m'a fallu à peu près 1 an ou 1 an et demi pour arriver à lire, parce qu'il n'y a pas d'orthographe établie en alsacien, pour arriver à lire Nathan Katz. Et il m'est arrivé de faire des voyages comme un ethnologue dans les villages où il disait qu'on disait telle chose pour comprendre un mot. Par exemple, Nathan Katz dit dans le bouquin Georges Lec que j'ai traduit qu'il y avait un oiseau de couleur qui s'était posé à un endroit. Aucune traduction possible. Je me suis rendu à Waldikofen, là où c'est dit. J'ai demandé aux gens qu'est-ce que c'est. On m'a dit mais c'est un papillon. Impossible à savoir. Un travail d'ethnologie, de linguistique pure, pour aller recueillir le mot là où il était. Donc là, j'ai fait exactement comme Béla Bartók quand il va écouter des chansons roumaines. Hein. Je suis allé écouter comment parlent les gens. Je te donne simplement un exemple. La chèvre s'appelle Ziege en allemand. En mulhousien, Geiss. Geiss, avec un G ou un K, Geiss. Et à Waldikofen, c'est Geisse. Si tu as un peu d'oreille, tu te dis que Geisse, c'est peut-être Geiss, mais c'est pas absolument certain. De même pour l'alsacien de Strasbourg, il y a des endroits où il y a des mots qui sont incompréhensibles. J'ai dû me rendre sur place pour qu'on me dise ce que c'était. Donc cette langue, elle est en voie de disparition. N'étant plus parlée, à mon avis, elle va disparaître. Ce qui est intéressant, c'est de pouvoir encore prouver qu'elle a eu, à un moment donné, une certaine existence, mais ça deviendra tout à fait secondaire, comme d'étudier le roman français qu'on pouvait parler en 1450. Bon, c'est bien de pouvoir le lire, mais bon, ça n'a plus d'actualité. Donc de ce point de vue-là, je pense que l'alsacien est au bout du rouleau. On peut simplement dire une chose, puisque je l'ai pratiqué, c'est que dans certains cas, il peut avoir de très jolis sons, ce qui n'est pas très reconnu. Parce que moi qui parle, ayant longtemps vécu à Strasbourg, le strasbourgeois, et qui parle aussi bien le mulhousien, qui est un alémanique particulier, que le sungovien, qui est l'alémanique du sud, c'est comme en Afrique, tous les 40 km, la prononciation change. Il n'y a pas un alsacien établi. Tous les quelques kilomètres, ça change, et d'un village parfois à l'autre aussi. Donc, je peux simplement dire qu'il est sûr qu'il y a eu une belle langue sur le plan euphonique, il y a eu une belle langue alémanique qui se parlait à peu près ici, à hauteur entre la région de Colmar et jusqu'à la région de Mulhouse, et de l'autre côté, juste de l'autre côté du Rhin, dans le même carré. Il m'est arrivé d'aller discuter avec des paysans dans les champs, de l'autre côté. Nous parlions exactement la même langue, avec un plaisir que j'ai rarement eu. Je me retrouvais en familiarité avec des gens que je ne connaissais absolument pas, juste en allant à l'est, de l'autre côté du Rhin. Voilà, donc pour ce que je pense de l'alsacien. Donc on en a parlé beaucoup, hein, Claude Vigée et moi à l'époque. Il arrivait à la conclusion que, enfin il espérait que ce sera une langue qu'on pourrait sauver un peu, mais il n'y croyait pas beaucoup. Voilà, on assiste vraiment au déclin irréversible, plus lent qu'on avait pensé, mais à peu près irréversible, sauf s'il se produisait ici, ce qui ne se produira pas, qui s'est produit un jour au Canada, évidemment, à l'égard du français, ou alors, aux surprises, hein, ce qui s'est passé il y a à peu près 30 ans, dans une région que je ne connais pas trop mal, parce que j'avais de la famille à Barcelone, qui était une partie non nulle de mes écrits, où le catalan est redevenu une langue parlée. Hein. Mais c'est parce que la population a décidé de reparler le catalan plutôt que le castillan. En Alsace, on n'en est pas là. Si on en était là, d'ailleurs, je pense que c'est le cas en Espagne, hein, au prix d'importantes tensions culturelles, hein, avec l'État central français. Est-ce que la poésie, l'art, est un besoin, une nécessité, une première nécessité pour les gens, pour les autres? Pour toi, oui, mais pour les autres? Je suis incapable de répondre d'une façon objective à cette question du point de vue d'un autre. Hein.
Pour moi, on n'en parle pas, on en a parlé, toi et moi. Du point de vue d'un autre, quelque chose me guide pour essayer de trouver une réponse. Je me dis que si on supprimait la musique à la radio, si on supprimait les chansons à la radio, les chansons populaires, les chansons intellectuelles, les chansons de tout genre, du niveau le plus simple au niveau le plus complexe, je crois que les gens auraient du mal à s'en passer. Si on supprimait la musique, je pense que les gens auraient du mal à s'en passer. Je suppose donc que peut-être d'une façon un peu moins intense, mais sur la même base, les gens ont besoin de... les autres, nous tous, les humains, nous avons besoin de la poésie. Sans doute pas de la même façon tous. Il y a des gens qui ont une vie sexuelle très intense, ils ont besoin d'une vie sexuelle très intense. D'autres en ont peu, ils vivent comme ça. Je pense que le besoin de poésie, il doit être distribué d'une façon, comment dire, statistique à peu près de cette façon. Je pense que si on n'avait pas, peut-être qu'on en souffrirait un petit peu moins que si on supprimait la musique. Notamment, je veux dire, supprimer la musique en Afrique, c'est impossible. Impossible en Afrique d'imaginer l'Afrique sans la musique. Pourtant, certaines religions disent que la musique, c'est un grand péché. Donc, on essaie de... Alors, j'allais y venir. Exactement. J'allais te dire, mais en Afghanistan, voilà. En Afghanistan, écouter la musique aujourd'hui est presque un acte de résistance. Mais au Moyen-Âge, chez nous, Calvin, etc., ou du temps de l'Empire byzantin, on avait... Pardon. On avait décrété que les icônes étaient insupportables et que les images devaient être détruites. 200 ou 300 ans après, 200 ou 300 ans plus tard, les images sont revenues. De la même façon que la musique est interdite en Afghanistan et qu'elle reviendra tôt ou tard. Je pense que à travers le temps, on peut brimer la musique. Je doute qu'on puisse éternellement empêcher des humains de faire de la musique. Pour la poésie, c'est un peu plus complexe parce que c'est pas aussi strictement évident. Maintenant, si on demande à un vieil Africain qui scande une chanson, etc., ou qui scande une histoire légendaire, pour lui, ça doit être tout aussi impossible que de supprimer la musique. Pour celui qui écoutait, semble-t-il, les poètes grecs qui disaient de mémoire l'Iliade et l'Odyssée, c'était peut-être impossible. Aujourd'hui, si on ne disait plus l'Iliade et l'Odyssée, personne ne s'en plaindrait. C'est un peu moins clair pour la poésie. Ceci dit, même s'il n'en reste qu'un, comme dans le film de Fahrenheit, il y aura toujours quelque part un poète caché, un poète dissimulé, et des gens qui feront de la poésie ensemble. Ils seront peut-être de plus en plus rares, c'est possible, ça peut arriver. Je ne crois pas qu'elle soit prête de disparaître absolument aussi vite, mais elle a certainement un statut plus incertain aujourd'hui qu'elle n'en avait hier. Maintenant, quant à dire, est-ce qu'en 1750 on aimait plus la poésie qu'aujourd'hui, j'en sais rien. Quand on pense qu'en 1750, Voltaire était le plus grand poète de France pour avoir écrit un livre qui s'appelait La Henriade, qui est une espèce comment dire, d'histoire de France un peu embêtante, quoi, un peu casse-pied. Bon, c'est pas de la même poésie qu'il s'agit. Au fond, quand on prend le virage important de la poésie aux alentours de Baudelaire et surtout de Rimbaud, au moment où alors elle pénètre en plein, comment dire, dans le domaine de l'inconscient, du désir, du mal-être et du moi, hein, tout simplement du moi qui s'épanche mais profondément, là il y a eu un grand virage. Et à mon avis, ce virage-là,
cette façon de s'exprimer de la poésie, elle n'est pas prête de s'éteindre, même si elle s'amenuise. Je veux dire, qui peut imaginer aujourd'hui que le jazz puisse disparaître? Impossible. Qui peut dire aujourd'hui qu'il n'y aura plus jamais de rock and roll? Personne ne peut le dire. Qui peut dire que la chanson américaine du genre de Bob Dylan et autres disparaître? Impossible. On peut s'amenuiser, mais une façon pour les humains de dire je suis là, j'ai mal, je souffre, je vous le dis, ça restera toujours. Il y aura toujours, comme du temps de Sappho dans l'Antiquité, une jeune fille pour dire je t'aime, tu es belle, je suis seul, aime-moi, etc. Ça restera sous une forme qui changera probablement. Le rap, au fond, c'est une façon tout à fait nouvelle de faire de la poésie à laquelle je n'appartiens pas, que je ne pratique pas. Mais c'est certainement la poésie. Alors elle prendra aussi toutes sortes de formes. Hein. Je pense qu'elle renaîtra toujours d'elle-même comme le phénix, mais elle prendra des formes que nous n'imaginons pas, sans doute. Qu'est-ce que tu penses à propos de l'intelligence artificielle? Ça veut dire, c'est comme on dit aujourd'hui, il y a un type de... Ça veut dire, est-ce que c'est un simple progrès technologique ou bien ça va encore plus loin? Parce que c'est pas seulement comme dans tous les domaines, dans l'art aussi maintenant qu'il a commencé à produire des poèmes, des romans, toutes sortes de choses. Donc, et bientôt, ça serait vraiment insaisissable. Donc, en tant que juriste, en tant que poète, en tant que... Je répondrais probablement plus en sociologue, en ethnologue, en historien, quand même en poète aussi, bien sûr, en juriste également. Bon, on assiste avec, comment dire, la prolifération subite. L'épanouissement est un terme qui me convient pas très bien parce que je vois pas ça comme quelque chose de forcément bénéfique et heureux. C'est pas forcément une catastrophe non plus. Enfin, c'est pas forcément cataclysmique non plus, pour être précis. Quand j'étais prof, j'avais fait des cours avec l'aide de mes étudiants sur l'histoire de l'écriture. À partir du moment où ce que nous sommes capables d'inventer et de faire peut être porté par écrit sur un support, c'est-à-dire transmis une fois pour toutes à l'avenir, on change, comment dire, j'aime pas ce terme parce qu'il est tellement à la mode, de paradigme. On quitte un univers ancien pour pénétrer dans un autre univers plus vaste. Donc à partir du moment où les humains ont su écrire, c'est-à-dire finalement faire de l'histoire, c'est-à-dire connaître le passé, comme le Thucydide le fait, nous dire ceci hier était ainsi, souviens-toi, etc. Nous avons passé d'une étape à une autre. Et l'humanité a ajouté à des milliers d'années de transmission orale de la culture, une transmission qui était, supportée par un élément physique. Le papier, la pierre, l'écriture, en attendant sur quelque forme que ce soit, transmettait le message. Aujourd'hui, la transmission du message se fait par les moyens, des ordinateurs, par le langage des ordinateurs, sur des supports magnétiques, etc. Accompagné de moteurs, je ne sais pas comment on peut les appeler, il est inutile d'employer des mots très compliqués, de machines qui sont capables de simuler, comme le dit le nom, de simuler l'intelligence, ou de reproduire certains éléments de l'intelligence. Il est sûr, comme ceux-mêmes qui aujourd'hui en sont à l'origine et qui tirent la sonnette d'alarme en disant « Attention, le golem est en train de nous échapper des mains », comme ceux qui disent « Frankenstein m'échappe », hein, nous sommes devant cette situation-là et ce risque. Le pire, c'est pas les automates, c'est pas les machines, c'est pas l'intelligence artificielle, c'est celui qui fabrique Frankenstein, c'est celui qui fabrique le golem. Monsieur Donald Musk fait partie de ces fous
qui s'imaginent, qui nous expliquent qu'ils vont créer l'immortalité, comme si à la loi physique de la disparition progressive de l'énergie, hein, le principe de Carnot nous dit que toute énergie est appelée à s'atténuer, ça s'appelle la loi de l'entropie, ça veut dire qu'un jour quelque chose de l'univers disparaîtra. Monsieur Musk imagine dans sa tête que la loi de l'entropie n'existe pas parce qu'il a décidé demain qu'il ferait des choses qui seraient éternelles. C'est pas l'intelligence artificielle qui est dangereuse, c'est Monsieur Musk. Comme toujours, les risques pour l'humanité, c'est pas les machines, c'est les humains. Quand les vieux Indiens d'Amérique ont vu arriver le train qui traversait la prairie et qu'ils ont compris que les Blancs viendraient chez eux comme ils voudraient, et quand ils ont compris que les Blancs les chassaient de chez eux, ils ont compris très vite que c'était la fin de leur civilisation. Ils ont compris très très vite. Sitting Bull et tout cela, je les ai lus un jour, ont compris que leur temps était passé. Nous sommes aujourd'hui dans une situation similaire. Nous pouvons dire que nous voyons les causes du risque qui peut nous détruire. Il n'est pas certain qu'il nous détruise, mais ce n'est que dans la conscience de ceux qui utilisent les outils que se trouve la réponse. Si nous perdons la conscience de ce que nous faisons, comme le fait M. Musk, notre avenir est épouvantable. Et si nous perdons la conscience politique aujourd'hui, 4 juillet, de ce qui se passe, en disant « je ne veux pas parce que ça m'emmerde », qu'on interdise en 1935 d'acheter des voitures, etc., de telle et telle forme parce que ça ne me convient pas, et qu'on continue à polluer la planète, on pourra toujours continuer à utiliser des voitures électriques. Mais je vais te dire, il me semble que ce n'est pas nous qui apporterons les réponses. La puissance de la nature est tellement grande que c'est elle, avant nous, qui indique déjà aux humains sur quelle pente ils se trouvent. Il suffirait de regarder depuis des années et tous les jours. Et hier, aux États-Unis, l'incendie de 40 000 hectares ou je ne sais pas quoi qui ont brûlé en quelques heures, etc. Donc, les inondations qui se sont produites en Suisse, en France, en Allemagne, ici, hier, je veux dire, un jour, les cataclysmes seront tels qu'il n'y aura pas besoin de dire faites attention. Et ceux qui aujourd'hui veulent continuer à rouler demain en voiture à essence sur des endroits où n'auront peut-être même plus la place pour le faire. La nature, quand elle se venge très brutalement. J'ai été un des plus vieux lecteurs d'une revue à laquelle j'ai été abonné depuis le numéro 0. Ça devait être vers 1967 ou quelque chose comme ça. Ça s'appelait The Scientific American. Ça avait le nom français de Pour la Science. C'était une revue mensuelle qui s'appelait Pour la Science. Du numéro 1 au numéro 1000 ou 2000 ou 3000, je les ai tous lus. Le niveau de connaissances scientifiques nécessaire était à peu près celui d'un bachelier. Toute personne qui avait le niveau du bac pouvait lire cette revue. J'ai lu un jour un article qui reste évidemment d'actualité sur les phénomènes cataclysmiques. C'est-à-dire, on sait on peut anticiper un cataclysme lorsque la répétition des signes avant-coureurs se multiplie, comme pour un tremblement de terre, et lorsque l'intensité augmente. Quand les signes se rapprochent et quand l'intensité augmente, on approche de la rupture. Il est certain que nous sommes aux approches d'une rupture. Je ne peux pas te dire si c'est dans 5 ans ou dans 20 ans. Elle peut être très rapide. Le jour où le pôle sud et tout ça auront fondu, ça va se passer très très vite. Je ne sais pas quand, mais ça se passera. Il est probable que la nature tirera la sonnette d'alarme bien avant les humains, si nous voulons bien les écouter. Ça n'a pas empêché les Esquimaux de disparaître, hein? Ça n'a pas empêché les Sioux de disparaître en grande partie. Je lis la Triste Tropique de Lévi-Strauss, dans le dernier chapitre de son bouquin, la tribu qu'il vient de visiter, qui faisait 10 000 personnes, est réduite à 7 personnes. Ces gens, il leur a demandé de rester 15 jours avec lui pour les analyser. Et quand il les quitte, ils quittent l'endroit où ils sont pour aller à la ville, et il dit « Je suis le dernier vivant à avoir vu cette tribu telle qu'elle était. Demain matin, elle sera en ville, elle n'existera plus. » Il a vu ça.
Nous sommes dans cette situation. La clairvoyance, c'est de le dire, mais moi, je suis Cassandre. Je suis le, comment ça s'appelle, je te disais avant, le prophète. Je fais partie des prophètes, comme les poètes. C'est là, on ne m'écoutera pas. La nature nous rappellera à l'ordre, il sera déjà trop tard, probablement. Et tu es un collectionneur aussi. Ouais, ça c'est un truc bizarre. Et c'est un truc bizarre. Ma mère un jour achète un tapis à un monsieur qui essaie de lui en vendre un, et puis moi j'en vois un autre, et puis je l'achète. Ou plus exactement, j'emprunte à ma tante le prix du tapis. Mettons 150 € d'aujourd'hui, quelque chose comme ça, et puis je lui rends ensuite. Je ne savais pas que j'avais 18 ans, je ne savais pas que j'étais devenu collectionneur. Donc ce tapis m'intéresse beaucoup. Il y avait beaucoup de choses à me raconter, il y avait des dessins très particuliers déjà dessus. Et je me dis, c'est bizarre, comme je te l'ai raconté, le tapis me rappelle beaucoup les vitraux des cathédrales. Il y a une petite histoire qui est racontée sur certains, comme sur les vitraux de la cathédrale de Chartres, ou d'ailleurs du temple Saint-Étienne à Mulhouse, où il y a des vitraux qui datent à peu près de l'époque de la Sainte-Chapelle à Paris, que peu de gens en savent, où il y a une statue de Jonas, un personnage Jonas, et puis les gens qui viennent, ils voient Jonas et la baleine, tout ça c'est dit en quelques images. Je me suis dit, il doit y avoir quelque chose comme ça là-dedans. Et alors un jour j'en achète un autre, puis 3 ans après un autre, 10 ans après j'en avais 3 ou 4. Mais j'avais acheté en Turquie des tapis de Kırşehir, ceux que je t'ai montrés sur des photos, etc. En Anatolie. Ça c'est un grand souvenir, puisque je me suis trouvé en Anatolie le soir où les hommes ont marché pour la première fois sur la Lune. J'étais dans un petit village vers Göreme. Et je me souviens, j'ai une photo, je montre le ciel, ma femme a pris la photo, on voit la lune, et puis ce jour-là, il débarquait. Et j'ai fait tout le tour de l'Anatolie, qui pour moi reste un beau souvenir. J'ai vu les villes enterrées sous terre, là où les hommes se cachaient pour résister aux invasions de ceux qui leur coupaient le cou. Cappadoce. Ouais. J'ai vu les grands chiens à Anatolie avec des espèces de colliers avec des couteaux autour du cou pour que les autres chiens ne puissent pas les égorger. Kangal. Pardon ? Kangal. Voilà, je les ai vus, j'ai vu tout ça. J'ai vu des marchands de tapis qui m'ont montré pour la première fois des tapis empilés 30 d'un coup. Hein. Ici à Mulhouse, quand on en voyait 2, c'était beaucoup. Bon, enfin, 4 ou 5 chez un marchand. Là-bas, il y en avait 4 fois 30 empilés. On pouvait choisir, regarder. Et j'ai même rencontré un shérif américain avec qui j'ai eu, une algarade, comme on dit. Ce monsieur shérif américain avait dit au marchand, écoutez, ce monsieur-là, ce jeune homme qui est devant moi, il m'embête, servez-moi d'abord. Alors comme il lui disait ça en anglais, il n'avait pas pensé peut-être que je comprendrais, j'en sais rien, je lui ai répondu, écoutez, vous êtes shérif? Elle me dit oui, je lui dis où? Je sais pas où, au Texas ou quoi. Je lui dis écoutez, au Texas, vous faites ce que vous voulez, ici vous n'êtes pas shérif. J'ai cru qu'il allait me mettre son poing dans la gueule. Et le marchand l'a servi quand même. Donc j'ai un petit échange assez vif comme ça sur les conflits culturels américano-européens avec lui. Et le marchand m'a montré toute une série de tapis. Et j'ai acheté un tapis qui doit bien avoir 150 ans d'âge, qui ne voulait pas me vendre parce qu'il y avait un petit trou que j'ai fait réparer ensuite. Et là, ça a été le début vraiment de passer d'un tapis normal à un tapis rare. Et au fil du temps, comme je passais mon temps dans toutes les villes où j'étais, que ce soit en Turquie, en Iran ou ici en Europe, quand je vais dans une ville, je vais voir le marchand de tapis, je lui dis montrez-moi vos tapis. Puis je lui dis chaque fois pas les nouveaux, les vieux. Alors il me montre les vieux qui sont toujours 100 fois plus beaux que les anciens parce que la qualité de la fabrication des tapis a dégringolé à une vitesse incroyable. Et je me suis trouvé petit à petit propriétaire de pièces intéressantes. Et comme j'avais acquis dans la fréquentation des marchands une certaine connaissance, je m'y connaissais un peu plus. Et le hasard a voulu que je me lie d'amitié avec un véritable Iranien
qui est devenu un ami personnel, qui m'a montré des centaines de tapis, et à qui j'avais exposé, comment dire, ma question de savoir est-ce que les tapis peuvent exprimer quelque chose. Et alors on a regardé ensemble les symboles, les écritures, etc. Et je suis arrivé à la conclusion qu'effectivement, un certain nombre de tapis transportent des messages qui sont marqués dessus. Je t'en ai montré un ce matin avec des dessins. C'est le tapis qui s'appelle Si j'étais riche, hein, là tu sais, If I Were a Rich Man. Mais il y a d'autres tapis comme celui-là qui est là-bas, qui raconte des poèmes d'Omar Khayyam, etc. Et donc, au fil de temps, j'ai découvert que j'étais devenu collectionneur. Et ça m'a permis, du fait de mes connaissances dans ce domaine, d'acheter des tapis très chers qui étaient vendus 10 fois ou 20 fois au-dessous de leur prix dans des endroits, j'ai volé personne, mais lorsqu'il y avait des ventes qui n'étaient pas faites, qui étaient faites au-dessous de leur prix, ben j'ai acheté. J'ai acheté chez un brocanteur ici un joli petit tapis de la région de Konya qui est sur un de mes bureaux. Je suis rentré dans le magasin, c'était posé par terre, je l'ai vu, je me suis dit il est très bien, je suis allé voir le monsieur, je lui ai dit il est à vendre, il me dit oui, oui. Je lui dis combien, il me dit 50 balles. Il y a une dame qui arrive derrière moi, elle demande, elle était prête à en donner 200. J'étais le premier, j'ai acheté, parce que beaucoup de gens vendent dans des successions ou des choses comme ça, des objets pour lesquels ils n'ont aucune connaissance et aucune considération. Si moi je les achetais pas 50 balles, il y en a un autre qui l'achèterait 50 balles quand même. Je ne vole personne. J'ai même acheté, imagine-toi, dans une vente de charité publique, sans qu'on puisse discuter le prix, donc sans voler personne, des tapis d'une valeur incroyable qui avaient été donnés par les héritiers des propriétaires d'un château qui vendaient des tapis qui avaient été accrochés au mur pendant 60 ans et qui ont une grande valeur et qui personne n'en voulait plus. C'est tout juste si c'était pas merci de les prendre. Donc mon érudition en matière de tapis m'a aussi évidemment, ce qui est le métier des antiquaires, hein, d'acheter à bon prix des objets de valeur qui ensuite, eux, ils revendent à très bon prix à des connaisseurs. J'ai fait ça. Et combien de tapis tu en as maintenant dans ta collection? C'est presque, on peut construire un musée de tapis. On peut, ouais, oui. D'ailleurs, mon désir serait de les donner à un musée, mais c'est pas évident, je te dirai pourquoi après. Je dois avoir à peu près 70 tapis de qualité, c'est-à-dire anciens et en bon état, présentable, exposable, si j'ose dire. Hein. Et je dois en avoir encore 15, peut-être 20, qui sont avec des bordures à refaire, avec des trous à réparer, ce qui coûte des fortunes aujourd'hui, etc. Et qui sont plutôt là comme témoignage. Par exemple, j'ai un tapis d'une variété qui s'appelle Serabendmir. C'est des tapis qui sont plus fabriqués tels quels depuis 120 ans à peu près. Il est usé jusqu'à la corde. On me l'a donné, on dit tiens, prends ça, voilà. Mais je ne vais pas le jeter, parce que c'est intéressant de voir qu'est-ce que c'est le vestige, le cadavre de cette rareté, mais il n'est pas dignement présentable dans une exposition. Mais j'ai par exemple acheté à un marchand juif bâlois tout à fait conscient de ce qu'il faisait, un petit kilim qui est une des pièces les plus âgées que j'ai, qui doit avoir à peu près 1,20 m sur 80 cm, que j'ai payé une certaine somme X. Il est très fin, c'est un tapis, un kilim qu'on appelle de Konya. C'est un dessin où il y a des mirabes, c'est-à-dire un triangle au milieu où on se pose pour dire la prière. Et c'est le seul tapis que je connais, j'en ai trouvé un autre dans un livre, où il y a 5 mirabes, comme une fusée à 5 étages, les uns au-dessus des autres. Tapis avec des couleurs extraordinaires. La réparation de ce tapis m'a coûté le même prix que l'achat du tapis, et encore j'ai pu le faire pour des raisons tout à fait extraordinaires. J'ai été l'ami d'un homme qui est mort aujourd'hui, qui était un résistant iranien qui a quitté l'Iran et qui appartenait à une famille de tisserands de tapis. Donc pour gagner sa vie, cet homme réparait des tapis. Et il m'a réparé mon kilim d'une façon absolument incroyable, c'est-à-dire qu'il a pris des bouts de tissu de couleurs, des diverses couleurs qu'il
qui sont partis en Iran, à Hamadan, où ils ont été remis à des teinturiers qui ont teint dans la même couleur. Moi, j'ai payé les écheveaux de jaune, de brun, de vert, etc., de bleu qui ont servi à les refaire, et c'était pas cadeau, hein. Compte, je sais pas, à peu près 60 € pour un écheveau d'une couleur, hein. Si tu en as 5, ça fait 5 fois 6, 300 € pour faire teindre des trucs. Bon, ça doit en coûter 150, et il y a 150 pour le marchand, hein, au passage. Et avec ça, il m'a retissé le tapis, il est impossible de voir où il est réparé. Alors que si tu répares avec les mêmes couleurs achetées ici, 10 ans après, la couleur européenne, même si elle est naturelle, le bleu va devenir bleu ciel ou bleu clair, et le bleu à côté qui n'a pas bougé depuis 150 ans n'aura pas bougé, tu vois la réparation. Au bout de 10-20 ans, elle est visible. Là, on ne la verra jamais. C'est le même bleu, c'est le même indigo, c'est la même couleur de carotte qui servira à faire le jaune, le brun, etc. Ce tapis, la réparation est invisible. Tout ça parce que j'avais la chance, par ma passion, d'être rentré en contact avec des gens qui étaient des spécialistes. Alors, cette passion de tapis et le verbe peut-être tisser et encore réparer, et entre la relation entre ta poésie, est-ce qu'il y a une relation aussi? Ça veut dire que tu te considères comme une tisseur de tapis aussi quand tu écris un poème par exemple? Je sais pas, c'est... Oui, c'est pas un mauvais rapprochement. On peut forcer un peu dans ce sens. Moi, je me considère en tant que poète, je me considère comme un artisan. Je me considère comme un artisan. J'ai appris au bout de 30 ans à couper une phrase qui est trop longue, à raccourcir ce qu'on ne comprend pas, à abandonner le style du monsieur dont tu m'as suggéré le nom avant, de Valéry, tu vois, de faire comme... Enfin, pour atteindre la qualité de Valéry, il faut enlever des choses, il faut mettre le bon mot au bon endroit, il faut... Et puis, je suis un peu comme celui qui orchestre une musique, tu sais, un musicien fait une chanson, et toi, tu vas ajouter le violon, le violoncelle, la contrebasse. Aujourd'hui, mon artisanat de poète, il a atteint une certaine rapidité, une certaine qualité. Donc, je suis un artisan. Je fais des choses aujourd'hui plus vite, mieux et plus simples qu'il y a 30 ans. J'écris pas mieux parce que j'ai plus de dons, non. J'ai juste plus... Le cuisinier a plus d'années de cuisine. Tu vois? Et donc, il m'arrive de jeter des choses parce que ça ne sera pas bon. Et donc, ça améliore la qualité de ma production. À ce titre, je suis un artisan. Celui qui fait des tapis, il a exactement le même souci. Il veut avoir la plus belle couleur, la meilleure qualité, et il veut faire une image qui est belle. Ben, lui et moi avec des mots, lui avec un tapis qui est plein de poésie souvent. Il y a des couleurs, je t'en montrerai. Mais rien que de regarder le tapis en photo, tu as un plaisir inouï. Ça chante sous tes yeux. Ben voilà, le tapis, il fait sa poésie comme ça. Et puis mon poème, il fait sa poésie comme ça, avec telle couleur. Il y a des points communs. Tous les arts se ressemblent, quels qu'ils soient. Que ce soit la musique, la poésie, la sculpture, tout ça. Partout, il y a des points communs. La cuisine, c'est pareil. Moi c'est mon ami juif Claude Vigée qui m'a fait découvrir des mystères poétiques de la cuisine. Un vieil homme de 85 ans m'initie au mystère de la cuisine. Pour quelle raison? Je vais te le dire, c'est très marrant. Henri Heine, dans un bouquin où il raconte, dans un long poème où il raconte que, il vit comme un goy, c'est-à-dire comme un non-juif au milieu de la société civile allemande, mais tous les samedis, il rentre chez lui, à la maison du père, et là, il respecte, parce qu'il n'est pas croyant, mais malgré tout, il respecte les lois du Talmud et la Torah, et la belle, je ne sais plus comment elle s'appelle, lui sert le repas du dimanche, du samedi plutôt exactement. Et alors, il donne un nom pour ce repas. J'ai cherché dans les dictionnaires, j'ai pas trouvé. Quand j'ai vu Claude Vigée, je lui ai dit, est-ce que tu peux me dire
qu'est-ce que ça? Il me dit, mais oui, mais bien sûr, c'est extrêmement simple. C'est une espèce de purée dans laquelle on met ça. Oh, c'est délicieux, c'est délicieux. Mais, et alors là-dessus, il est parti 2 heures à m'expliquer tous les mystères de la cuisine juive de sa maman. Bon, voilà, on était comme pour les tapis, en pleine poésie culinaire, quoi. Voilà. Merci beaucoup, Francis. Au sujet du film d'Antonioni, son dernier film, qui s'appelle Al di là delle nuvole, au-delà des nuages. Dans le regard du vieil homme, il y a quelque chose du vague de la mer dans la brume, quelque chose du souvenir de ce qui fut et s'est évaporé. Baraque de bois et de toile sur la plage que griffe dans la lumière incertaine, un vent salé d'embrun sur la plage de Pise. Naufrage des vieilles pierres blanches recouvertes de suie, autour des dentelles translucides de verre et de marbre, penchées sur le silence, vide et sans cri. Enfants enfuis, rires disparus dans Ferrare et Portofino effacés. À quoi donc serons-nous fidèles, si ce n'est à la fuite et à la dissolution, à ces grandes averses tombées des nuages immobiles, dispensatrices du baptême qui lave, d'une eau désespérée, la flèche de Jean de Malte à Aix. Tandis qu'entourés de désastres, leurs ombres passent sur la scène des rues, jouant leurs silhouettes comme masque à Carmintrant, lui, seul à sa fenêtre, il regarde et il rêve de neige sous la lune, évoquant l'au-delà des nuages. Al di là delle nuvole. Février 96. De la même façon, inédit, extrait de Poésie en forme de rose de Pier Paolo Pasini, cette citation. Dans la nuit, on peut voir, venue de par-dessus la mer, une lumière de Sicile qui vient jusqu'ici à Bizerte. Donc il est à Bizerte et il voit les lumières de la Sicile. Il est accompagné d'un jeune Palestinien et le poème dit ceci. À un fugitif, l'homme qui fuyait Beyrouth, fuyard de Palestine rencontré dans une rue d'Aix, au vert amande du soir rue Cardinal, presque au pied de l'église Saint-Jean de Malte, citait Pasolini. Il offrait, démuni de tout, à qui l'écoutait ébloui, le seul bien qui lui restait, sa voix chargée de nuit, qui parlait de la guerre, du malheur. Il parlait au vent et à moi d'une voix parvenue d'Ostie. C'était la voix du disparu, la statue brisée de Pasolini, mort et assassiné. Donc c'est un poème qui raconte l'histoire d'un Palestinien qui cite Pasolini qui a été assassiné sur la plage d'Ostie peu avant. La route à 17 ans. D'amour, j'aime Istanbul où je suis né vraiment, où mon cœur s'est ouvert, où naquit mon esprit, où j'accédais enfin à la conscience du monde pour voir d'un œil nouveau, ouvert à tous espaces, avide d'inconnus, le bazar des merveilles, le monde, l'Orient, où rien n'est impossible, les parfums inconnus, les pensées nouvelles, vaste cœur de l'Exin, bien plus vaste que la petite Alsace. Galata, Galatée, blanche caille du ciel, éblouissant éclair, jardin de Topkapi, cri des mouettes au Bosphore, Dolmabahçe, Taksim, rue de l'Istiklal noir des vendeurs de journaux, boîte à bijoux du monde où je remue mes doigts, entouré par les roses, les colombes en pleurs.
Donc ça c'est une variante de celui que tu connais qui est un peu plus long. Maintenant une série de poèmes qui ont été écrits à peu près 15 jours après la chute du mur de Berlin, en traversant pour la première fois sans visa, sans passeport, la frontière de l'Allemagne pour arriver en Tchécoslovaquie. Donc je me rendais de Nuremberg, où j'avais passé la nuit, vers Prague, qui était de l'autre côté de la rue, où j'avais passé l'après-midi, et je me rendais vers Prague, où je voulais aller dormir. On est donc à Nuremberg. Ville célèbre par les grands meetings nazis, et aussi par les jouets, qui est la capitale allemande du jouet. Et c'était aussi une ville où Albrecht Dürer a laissé, on a mis une statue d'Albrecht Dürer qui est un grand lapin en bronze qui est dans la rue. Entre les maisons vieilles aux façades qui hurlent, accrochées au mur du théâtre des rues, sur les tréteaux du Reich à peine disparu, dort dans le coin d'une place au milieu des passants, le lapin coulé dans le bronze d'Albrecht Dürer. Il dort entre les tilleuls, les linden de Siegfried, entre les caves à bière et les tonnelles, les cours d'où montent des flonflons. Des fontaines léchées, du rose des églises, de l'or des statues de pierre badigeonnées s'échappent quelques secrets que personne n'ose dire. Il fait écho à la voix de Guillaume Apollinaire et à celle du Führer. Nous ne dormirons pas ici. Partons. Sur l'autoroute, la radio fait entendre un écho de Bayreuth, et là-bas c'est la route de Prague, où les flammes avaient fleuri il y a peu d'années autour de Jan Palach. Rencontre en Tchécoslovaquie d'un ancien pilote de la RAF, pilote lors de la bataille d'Angleterre. Nous l'avions rencontré sur la route de Kourim. Nous nous étions égarés. Alors nous avons interrogé un motocycliste qui passait seul dans la campagne vide. Je n'ai pas vu son visage. Il a fait un signe de la main et nous a précédés pour nous guider. Arrivé près de Kourim, je suis descendu de voiture pour le remercier. Il avait fait un détour de 25 km pour nous aider. L'homme qui me saluait portait serre-tête de cuir bouilli, lunettes d'aviateur, courte moustache blanche. Il a enlevé son casque et ses lunettes. Profil de Montesquieu, silhouette anglaise élégante et veste de tweed drapée. En vérité, c'était un vieillard au port admirable. Il parlait l'anglais avec l'accent d'Oxford, 73 ans, distingué, mélancolique. Debout au bord de la route de campagne, il a dit « Quand je ne pourrai plus la conduire », il montrait du doigt sa moto, une Java, « ce sera la fin ». Il s'est déganté, m'a serré la main, légèrement inclinée, a fait un baisement à ma femme et refusé le Havane que je savais trouvable ici. Parfait jusqu'au pied de la tombe. Parfait pour narguer les menteurs, les voleurs de la liberté. Svoboda. Il m'avait dit sa vie en quelques mots. Ingénieur en aéronautique, aviateur engagé volontaire dans la RAF de 1940 à 1944, revenu dans sa patrie pour aider. Alors, mis au banc, chassé de son poste d'ingénieur, devenu gardien de la porte d'une usine, une vie perdue, sacrifiée par quels imbéciles. Ô mon frère inconnu qui donnait des leçons de grandeur, entre les bouleaux et les champs où marchaient doctement les cigognes, tu avais trouvé inutile de me dire ton nom. Donc ça c'est l'homme qui a été écarté par le pouvoir parce qu'il était considéré comme dangereux.
Trenčín, c'est le nom d'une ville tchèque. C'est le moment des élections qui vont remplacer l'Ancien Régime. Aux élections libres de dimanche, seulement 15% des voix pour l'ex-parti communiste de Slovaquie, m'a dit le concierge de l'hôtel déconfit. Dans l'autocamp de Trenčín, un vieillard disait à sa petite fille « Je t'offrirai des bonbons puisque tu ne m'aimes pas ». Il marchait un peu lentement, très droit devant elle, qui le suivait quand même, boudeuse, les bras croisés dans le dos. On voyait ses bretelles blanches par-dessus sa chemise de dentelle. Sur le pont de chemin de fer tonnant, le train de marchandises a traversé la rivière recouverte d'îles d'une mousse polluée. Guillemets, par une papeterie qui dégueulait ses restes en amont. Moi, j'entendais le chant d'un bombardier, le chant de Voronej, d'Ossip Mandelstam, steppe vide, hiver russe, docteur Givago. Au guichet de la réception, un camarade amer mâchait sa rancœur, faisait le compte de ses pertes. Il n'aimait pas Václav Havel. Un autre, Ossip Mandelstam, le poète russe, qui a été amené à mourir du fait de sa déportation, et auquel je pensais à cet endroit. Le pont de fer du chemin de fer de Trenčín fait un bruit d'enfer lorsque passent les trains. Un bruit de socialisme scientifique agonisant et de guerre. Et les mots de la nuit se sont réveillés. Liberté, svoboda. La Slovaquie brûle sous le soleil, ses plaines s'enfuient à l'infini. Elles vont vers l'Ukraine que l'on devine au loin. 45 années de vie s'y sont perdues pour un jeune homme de 23 ans qui s'en était enfui sur sa moto en 1940. Il défendait sa liberté. Paraphrase de François Villon. Frères humains qui à présent avec nous vivrez. N'ayez contre nous votre cœur endurci, mais plutôt de nous pitié ayez, de nous non plus Dieu jamais n'eut merci. En route pour Brno, en Tchécoslovaque, c'est-à-dire la ville voisine de là où se passa la bataille d'Austerlitz. Donc on ne peut pas ne pas penser à Napoléon Bonaparte. Donc ça c'est dans la plaine de Brno. Ce pays dans lequel jouait un grand chef d'orchestre dont le nom va être cité. Dans la nuit, le train crie, le pont de fer tremble, la voix d'acier dans la nuit résonne de son chant désarticulé. Le bruit décroît, des freins hurlent, les voix des morts anonymes s'éloignent vers l'oubli. Un accordéon chante au corps d'un orchestre dans la nuit, Dos Vedania. Le haut-parleur chevrotant du socialisme à l'agonie fait entendre son timbre grêle sur les quais de la gare. Les trains ne partent plus. En rase campagne, les voici arrêtés. Des Stukas les avaient assaillis. Vaines les années sacrifiées ont passé. La voix d'Ossip résonne dans le vide de la République à l'agonie, accompagnée des aboiements des chiens des capots, sous la grande ours qui brille dans le ciel de l'été. Tout ceci se passe donc en Hongrie à partir de maintenant. Dans la Pushta. J'ai écrit ça parce que je pensais entre autres aux œuvres d'András Beck qui est hongrois. Dans la Pushta qui est la plaine, le Far West en quelque sorte de la Hongrie. Des hommes assis sur des bancs de bois boivent attablés sous les bouleaux, dans la chaleur lourde, près de maisons ouvertes qui ressemblent aux vieilles fermes du Sungo. Le long de la route droite et poussiéreuse, près d'un pont blanc à 9 arches, entre les longues branches des saules qui tombent au sol, passent les oies, les pattes dans la boue,
Elles vont en interminables colonnes vers l'horizon, sous le ciel grimaçant qui se meurt, comme dans le monde absurde et onirique de Wee Winky's World que dessinait le peintre Lionel Feininger. Les voix des buveurs ont des accents semblables à celles des ivrognes du monde entier. Vin blanc, Riesling, Tokai. Il faut boire frais sous le soleil brûlant. Là-bas passent les chevaux aux longues crinières, entre les changeurs de forines aux cheveux brillants noirs et sales. Là-bas, dans la poussière, un vieil homme en casquette du Troisième Reich, décrépit, semblable à un cheminot du Führer, offre des chambres à 700 francs aux voyageurs. La vie est dure et amère à présent pour ceux qui ne connaissent pas les règles nouvelles, l'arnaque partout souveraine. Quelques extraits de Difficile désert de 1980, un livre-objet publié avec mon ami Jean-Marie Fage, qui est le premier livre d'une certaine qualité de présentation, édité ensemble et imprimé par Guigou, l'imprimeur des œuvres communes de René Char et d'Albert Camus. C'est de combien d'exemplaires? 99 exemplaires, illustrés chacun de 3 gouaches originales à la main, faites à la main pour chacun des exemplaires, signés et datés. Voilà. Aujourd'hui presque introuvable. Le tout premier des textes s'appelle Sainte-Victoire. Et il a été écrit tout en face du château de Vauvenargues, à côté d'Aix-en-Provence, où Picasso possédait, enfin où sa famille possède toujours, un immense château où étaient enfermés depuis sa mort des centaines d'œuvres qui n'avaient pas encore été recensées, etc. Depuis la montagne Sainte-Victoire qui surplombe Aix et que Cézanne a maintes fois dessiné, on voit le paysage que je décris, qui est aussi dû à un homme que je n'ai pas encore cité, mais qui est un ami proche, Raya Sorkin, un peintre russe juif, qui a illustré quelques-uns de mes poèmes, qui est un ami depuis 50 ans, et qui a laissé une œuvre importante, des centaines de tableaux qui ont une grande proximité avec les œuvres de celui qui a peint le plafond de l'Opéra de Paris, c'est-à-dire son petit camarade juif également, dont le nom m'échappe à la seconde, que je dirai ensuite. Le plus célèbre, celui qui dessine beaucoup de personnages qui volent dans les airs, etc. Sainte-Victoire. J'ai vu la victoire se lever et les pins se coucher comme des chiens tranquilles dans ta propre vallée, dans ton propre désert, Pablito. J'ai vu ta lumière sacrée réchauffer ma terre enfin reconnue, où vivent les enfants et les chats parmi les paralytiques. D'un œil à nouveau pur, par le Mistral aidé, j'ai retrouvé ici, dans un long tremblement, la place de mon cœur et le lieu de mon âme. Dans ces villes anciennes où radotent les vieilles, j'ai reconnu ton cri et la joie de ton chant, le disque de midi et la barque solaire. Et l'homme du passé disait mes vieux poèmes. Ces fenêtres secrètes, brillantes lumières, sont de muets miroirs où se mirent les airs. Au sein des pins tranquilles vibre le silence, et seule la pensée s'y souvient son essence, une espèce de copie bizarre de Paul Valéry que je ne ferai plus aujourd'hui. Une petite chanson pour Federico Garcia Lorca. C'est la petite voix de la guitare de la nuit qui chante ta chanson Liberté. C'est la petite voix de la tristesse de leur vie qui parle dans le soir sans pleurer. C'est la petite voix qui ne se taira jamais, qui parle pour toi, pour nous, pour moi, ma beauté.
Ah, une poésie qui est qui a été écrite à Aix-en-Provence à la Niado, c'est-à-dire la propriété d'une partie d'alliés de ma famille à Aix, le long d'un chemin absolument célèbre où Paul Cézanne venait dessiner des pins courbés sous le vent. Le chemin de l'Aniado, c'est facile à retrouver lorsqu'on demande aux Aixois. C'est un coin très retiré, en hauteur duquel on a une vue absolument superbe sur Aix. Et ce jour-là, j'ai rencontré dans ce jardin de l'Aniado le poète et écrivain berbère qui s'appelle Nasser Kemal, à qui j'avais dit 2 mots et qui m'en avait répondu 2. Elle m'avait tellement impressionné que j'ai voulu les conserver. Suspendu entre ciel et terre, sorti du ventre de l'oiseau, long comme un nid, silencieux comme un chat dont l'œil brille parmi eux, pris entre les cyprès et l'étroite tablée, sans un mot sauf pour dire lumière, sans un mot mais corrigeant l'éclair, le rire des enfants et la terre étouffée et sa voix dans le vent qui disait les parfums et sa voix dans le vent qui chantait le jasmin, petite terre ronde, prise entre les mers, petite terre ronde où passent, sans parole, les rêves de Nasser. Et les enfants au loin disaient « Vois les femmes qui dorment ». Une autre histoire pour les petits-enfants d'un homme qui regarde la lune à sa fenêtre. Et l'homme à sa fenêtre regardait, les yeux levés vers les étoiles, dans la nuit blanche et transparente. Orion, chevalier d'enfance, belle lumière fraîche d'un monde emporté dans le temps. La lune aussi, sauvage, se balançait au ciel, point brillant dans l'ombre, comme la sortie éclairée du long corridor de la nuit. Beau jardin des Hespérides, carte merveilleuse des voyageurs de Vasco de Gama et des conquistadors, puissant fond et nombris de l'espace infini, lune première de nos enfances, des temps antérieurs, inscrit dans notre sang, qui réveille dans son crâne la mémoire des premiers cris encore audibles de l'inhumanité. C'est la lune que je regardais par la fenêtre qui est là derrière le sapin lorsque j'avais 5 ans ou 6 ans. Elle est revenue là pour se faire raconter. Alors, un autre un peu du même genre et après on passe à autre chose. 1974. Souvenez-vous des étoiles et regardez-les avec amour. En souvenir des temps anciens car elles sont à la fois nos sœurs et nos filles, nos épouses et nos rêves, nos joies, et l'oubli de nos peines, nos lumières dans la tristesse et le baiser sur le front au moment de la mort et du départ pour le voyage dont nul ne revient. Elles sont la larme consolatrice sur la page blanche et la laine chaude sur la joue fatiguée du mourant. Ô Galilée, ô myrte et joie et peine d'un doigt léger, légèrement effacé. Après le coup d'État des colonels à Athènes, en juillet 1972, ça s'appelle le Phénix, celui qui renaît de ses cendres, et ça porte comme incipit in tyrannos, ce qui veut dire en latin contre les tyrans, que Schiller avait écrit en en-tête de sa pièce de théâtre Les voleurs, qui est dressé contre les tyrans. Et c'est une allusion à la statue de la femme d'András Beck que nous avons appelée ensemble La Liberté. Dans l'aube, une femme va. Son châle est noir et sa robe déchirée découvre ses chevilles. Silencieuse et rapide, elle foule la poussière d'un pas régulier. Rien ne peut l'arrêter. Dans le soleil, elle marche, elle va son chemin. Croyez-moi, Athéniens, un jour, elle reviendra. Rien ne peut l'arrêter, ni piège, ni amertume, et sa route personne ne peut la prévoir, car elle porte l'espoir.
Ainsi s'avance-t-elle dans les cris des oiseaux, la poussière et le vent sans larmes transportés. Alors, peut-être encore une autre. Est-ce que celle qui décrit cette petite tour en gris de fer, là, te convient? Oui, bien sûr. Oui. D'accord. Alors, c'est le campanile en acier forgé qui est presque en face d'une fenêtre où je passe souvent quand je suis à Lourmarin et à Loris en Provence. Et sur ce campanile en gris d'acier forgé, il y a la grande horloge qui découpe le temps. Et il y a beaucoup de poètes de cette époque qui s'appellent Il y a. Celui-là dit: il y a sur le haut de la tour octogone un chiffre de métal où se frôlent les jours. Sur ce chiffre, il y a, en dentelle de fer, des bruits imaginaires où le soleil se mire. Il y a le dimanche, silence sonore, et il y a Ehrenburg, ô ma triste morsure. Donc j'ai gardé pour que tu le vois, et ça va encore plus loin, les diverses étapes presque de tous les poèmes. Celui-là, Bestiaire, par exemple, il commence, je sais pas, il y a une dizaine d'années, et au fur et à mesure qu'on fait des additions, des changements, etc., j'ai gardé les étapes successives, et puis en marquant à relire, ou alors, quand c'est bon, on marque étape définitive, et puis 2 ans ou 1 an après, on corrige quand même, parce que c'est comme ça que ça finit par se passer. Mais c'est amusant de voir. Ça n'a d'intérêt que pour les professeurs d'université, parce que nos lecteurs s'en fichent complètement, tu vois. Je vais te faire une espèce d'image écran où tu trouveras au moins les titres d'un grand nombre de poèmes qui sont tous totalement inédits. Boston, Mahler, Poésie corrigée, Prague et Nuremberg, c'est ce que j'ai lu avant, Manhattan, Institut des sourds-muets, donc c'est pour les petits-enfants. Oiseau. Il chante pour toi sur la branche. Si tu es triste, il te dit « Regarde-moi et sois heureux. Les nuages passent, tristesse aussi. » Le chien, toujours pour les petits-enfants. Il dort près de la porte, à l'oreille coupée, et garde la maison. Depuis Néandertal, il partage tes heures, joue avec les petits qu'il porte sur son dos, il apporte le journal, mais ne le lit jamais. Ça s'appelle Chaconne de Dioclétien, c'est une musique de Handel qui s'appelle la Chaconne de Dioclétien. Et je fais un jeu de mots sur chien et Dioclétien, etc. Tu vois. Petit matin des musiciens. C'était une émission à France Musique. Chat rêve à la fenêtre, à chacun sa chaconne. À toi, amour, je rêve aussi, privé de ma lointaine. Le ciel est gris sans toi, mon cœur mité qui t'aime. Prends l'eau des Danaïdes. Terminé. Fourmi. Dans l'herbe, elle grimpe si haut qu'elle peut monter. Fais comme elle, monte, monte, sans t'interroger. Escargot, toujours pour les petits, hein. C'est l'école maternelle à peu près. Escargot, son manteau porte une cabane pour y rêver, caché sous un ciel magique. Escargot s'est enfermé dans sa coquille pour mieux rêver. Le suivant, c'est le ver luisant. Dans la fin du jour de l'été, dans la nuit qui vient, pleine d'étoiles, il brille dans l'obscur et dit « Le jour reviendra, je le répète à qui m'écoute. Au matin, le bonheur viendra. » Rose. Dans l'hiver, c'est ici, au mois de décembre, tous les ans. Dans l'hiver, je fleuris pour toi. Je suis ta sœur, viens dans mes bras. Le gel, la glace n'existe pas. Quand vient le soleil, le froid s'en va. Alors ça, ce sont 2 poèmes de Nathan Katz, le grand poète alsacien dialectophone parlant l'alsacien du Sud, qu'on appelle alémanique. Ces poèmes ont été écrits
avant la Deuxième Guerre mondiale, ils ont donc au moins 80, plus de 80 ans. Ouais, ils sont pas loin d'avoir 90 ans ou 100 ans. Ils sont anciens. C'est une poésie comment dire, de cette région très particulière, très typique, qui est le Sungo. Et ça décrit vraiment l'ambiance de ce Sungo pendant l'hiver tout à fait perdu, au début du XXe siècle, quoi. Alors je le lis d'abord en allemand et ensuite la traduction. Wie lieslich aus der Schnee durchgeht, durch lange, lange Winternacht, so still liegt's Terfletoll, denk an die. Es ist kein Mensch mehr auf der Straße und die Fenster haben alle Licht. Wie mir da warm die Stube sind, ich denk an die. Ich denk, wie mir es mich voll durchseh bei dir, wo warm ein Vierler raucht, wenn die Nummer laufen sah, und da ich denk an die. Traduction, elle tombe lentement sans bruit, la neige, tout au long de la longue nuit d'hiver, et le village est silencieux. Je pense à toi, la rue est toute vide. Derrière chaque carreau, une lumière. Comme elle doit être tiède, ta chambre, je pense à toi. Dieu, si je pouvais être près de toi, et près du fourneau qui ronronne. Tu passerais devant mes yeux émerveillés. Je pense à toi. L'autre concerne aussi la neige, c'est la même période de l'année. Ça s'appelle Schnee, la neige. Jetzt geht der Schnee weich auf Schiere und auf Schapf, auf Wald und Feld, auf Kritzer und Graber, auf alles wird wie weiss zugeschneit, alles, alle Wege, alle Kirchhöfe, das ganze Dörfle tief eingeschneit. Wie wird's still werden jetzt, hier bei uns, jetzt haben wir nur noch das Schalldagé. La nuit tombe, douce, sur les granges, les étables, les bois, les champs, les calvaires, les tombes. Sa blancheur cache tout, absolument tout. Chemin, cimetière, le village tout entier s'enfonce dans la neige. Le silence va nous ensevelir doucement, il ne restera plus rien que les visites le soir aux voisins et les rencontres à la veillée. Donc c'est vraiment fin 19e, début 20e siècle. Son écrit. D'accord. Ouais. Merci beaucoup. Je t'en prie.